Il y a, partout autour de nous, une angoisse muette qui hante notre époque. Un vide brûlant, tapi derrière les écrans, que nul ne nomme, mais que tous ressentent jusque dans la moelle de l'âme. Pourquoi, alors que l'humanité n'a jamais été aussi connectée, la solitude n'a-t-elle jamais semblé aussi profonde? Les visages défilent sur les écrans, les messages clignotent à toute heure, les notifications s'accumulent comme autant de promesses de liens. Mais, dans l'intimité des nuits sans sommeil, une évidence glaçante nous frappe. La solitude n'a pas disparu. Elle a simplement changé de masque, se camouflant derrière la frénésie digitale, devenant plus insidieuse, plus sournoise, plus profonde encore. C'est cette solitude-là, moderne, hyper connectée, que nous allons explorer aujourd'hui en convoquant les voix de deux penseurs visionnaires qui n'ont jamais cessé de sonder les abîmes de l'âme humaine, Carl Jung et Simone Weil. Avez-vous déjà ressenti ce vide étrange, cet écart vertigineux entre l'agitation extérieure et l'absence de résonance intérieure? Cette sensation d'être entouré de 1000 voix, mais de ne recevoir aucun véritable écho. Comme si chaque interaction, chaque like, chaque discussion superficielle renforçait le sentiment d'étrangeté au monde. Peut-être vous êtes-vous surpris à chercher désespérément une présence, une parole sincère au milieu de la foule numérique, pour finalement tomber sur le silence amplifié par le bruit. Ce paradoxe, Jung l'aurait nommé la faim d'âme, un besoin vital d'être vu, reconnu, touché dans ce que nous avons de plus authentique, là où ni l'image sociale ni les jeux d'apparence ne suffisent plus. Simone Weil, quant à elle, parlerait de la soif du vrai, du désir inassouvi de plénitude dans un univers saturé de distractions. Mais ce vide n'est pas seulement une blessure, il est aussi une énigme. Comment expliquer que l'humanité, après avoir franchi tant d'obstacles pour abolir la distance, se retrouve piégée dans une solitude d'un genre nouveau? Pourquoi l'intimité paraît-elle plus inaccessible à mesure que les moyens de communication se multiplient? À travers le regard croisé de Jung et de Simone Weil, une hypothèse s'esquisse. Et si la multiplication des liens superficiels nous avait éloignés de l'essentiel? Et si, en cherchant à fuir l'inconfort du vide, nous avions renoncé à la profondeur du silence intérieur, à la possibilité même d'un dialogue vrai, d'une rencontre authentique, d'un amour qui ne se contente pas de l'apparence? C'est ici que la question devient urgente, presque brûlante, car derrière ce malaise diffus, il y a une promesse insoupçonnée, celle d'un retournement. Et si la solitude moderne n'était pas le signe d'un échec, mais celui d'une mutation intérieure? Et si, au lieu de combler à tout prix ce vide, il fallait apprendre à l'habiter, à l'écouter, à en faire un point de départ vers une expérience plus riche, plus vaste, plus consciente de soi et du monde? Jung nous inviterait à descendre dans l'obscurité de l'inconscient, à apprivoiser nos ombres, à cesser de fuir la douleur d'être séparés pour découvrir ce que cette douleur peut révéler. Simone Weil, elle, nous soufflerait que la solitude extrême est le seuil d'un amour plus grand, d'une ouverture à l'infini, à condition de traverser le désert sans se mentir. Alors, êtes-vous prêt à regarder en face ce vide qui vous habite, à questionner tout ce que vous pensiez savoir sur la solitude, sur le lien, sur la présence? Êtes-vous disposé à entendre ce que Jung et Simone Weil pourraient vous dire, ici et maintenant, à l'heure où le monde entier s'agite pour ne pas écouter le silence? Peut-être qu'au bout de ce voyage, vous découvrirez que la solitude n'est pas un fardeau à fuir, mais une porte à ouvrir, une initiation secrète, un appel à retrouver ce qui est vivant, vibrant, essentiel, loin du vacarme des apparences. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce grand vide moderne, non pour le combler, mais pour y faire jaillir une lumière nouvelle, celle qui éclaire l'âme, même au cœur de la nuit connectée. Car oui, il faut le dire clairement, la solitude d'aujourd'hui fait plus mal qu'autrefois. Elle porte en elle une brûlure particulière, une amertume que nos ancêtres ne connaissaient pas. Autrefois, quand quelqu'un était seul, il savait pourquoi. La distance était réelle, tangible, des kilomètres de terre, des semaines de voyage, des saisons entières sans nouvelles.
La solitude avait alors une justification extérieure, presque noble. Elle venait des circonstances, non d'un échec personnel. Mais aujourd'hui, nous sommes seuls au milieu de la foule digitale, isolés malgré les 1000 possibilités de contact qui clignotent à portée de doigt. Cette solitude-là, moderne, hyper connectée, a quelque chose de particulièrement cruel. Elle nous murmure en permanence que nous sommes les seuls responsables de notre isolement. Car enfin, si tout le monde peut vous joindre, si vos amis sont à un message près, si les applications promettent des rencontres infinies, alors pourquoi êtes-vous encore là, face à l'écran, à guetter un signe de vie qui ne vient pas? Cette logique implacable transforme la solitude en échec personnel, en défaillance intime. Nous ne sommes plus seuls par accident, nous sommes seuls par inadéquation. Le vide connecté porte en lui cette contradiction dévastatrice. Nous n'avons jamais eu autant d'outils pour créer du lien, et pourtant le lien véritable semble s'éloigner à mesure que les interfaces se multiplient. Chaque jour, nous nous produisons sur les réseaux dans une gigantesque représentation théâtrale, où chacun joue sa meilleure version, où la performance émotionnelle devient une obligation. Il faut montrer ses bonheurs, ses réussites, ses liens, ses expériences. Il faut prouver constamment que l'on existe, que l'on compte, que l'on mérite attention et reconnaissance. Mais cette exhibition permanente de soi génère un épuisement d'un genre nouveau. Car derrière chaque publication, chaque story, chaque message, se cache une question angoissante. Serais-je vu? Serais-je aimé? Cette quête effrénée de validation digitale révèle ce que Simone Veil appelait déjà le piège mortel de la reconnaissance sociale. Elle écrivait que rechercher l'approbation des autres, c'est se condamner à n'être jamais soi-même. C'est accepter de vivre dans l'illusion d'une identité construite par les regards extérieurs. Et comme elle avait raison, nos profils en ligne ne sont-ils pas précisément cela, des identités construites par et pour les regards extérieurs? Jung, de son côté, aurait sans doute parlé de la blessure narcissique profonde que génère ce système. Car les réseaux sociaux flattent d'abord l'ego. Ils nous donnent l'illusion d'être au centre d'un univers d'attention avant de le briser sur l'autel de la comparaison permanente. Chaque jour, nous mesurons nos vies à l'aune de celles des autres, dans une course épuisante où personne ne gagne jamais vraiment. Comment s'étonner alors que tant de personnes ressentent cette étrange mélancolie, cette sensation d'être passé à côté de quelque chose d'essentiel? Le contact constant, paradoxalement, nous éloigne de l'intimité véritable. Car l'intimité demande du temps, de la profondeur, de la vulnérabilité, tout ce que la logique du flux numérique rend difficile. Comment créer de la profondeur dans l'instantané? Comment être vulnérable dans l'espace public? Comment construire de la confiance dans la superficialité? Ces questions hantent notre époque et la réponse semble de plus en plus claire. Nous ne le pouvons pas. La multiplication des contacts superficiels ne peut pas remplacer la rareté des rencontres profondes. Voilà pourquoi cette solitude moderne est si particulière, si douloureuse. Elle nous place dans l'impossible situation d'être entouré sans être accompagné, connecté sans être relié, visible sans être vu. Elle transforme la soif légitime de liens authentiques en une course effrénée vers des satisfactions illusoires qui ne font que amplifier le vide qu'elles prétendent combler. Et dans ce maelstrom digital, quelque chose d'essentiel se perd, la capacité même à être seul avec soi-même, à supporter le silence intérieur, à écouter ce que l'âme a vraiment à dire. Et vous, que ressentez-vous lorsque votre téléphone reste silencieux au milieu du tumulte digital? Mais il y a pire encore dans cette nouvelle forme de solitude, les micro-blessures invisibles qu'elle inflige quotidiennement. Ces petites meurtrissures de l'âme qui s'accumulent, jour après jour, jusqu'à former une plaie sourde que nous portons sans même la nommer. Car oui, les interactions numériques peuvent faire mal d'une manière subtile, sournoise, presque imperceptible. Et c'est justement ce qui les rend si redoutables. Pensez à ces moments où vous envoyez un message plein d'espoir et de spontanéité, et où le silence qui suit vous glace progressivement le cœur. Ce n'est pas un rejet franc, brutal, que l'on pourrait comprendre et dépasser. C'est quelque chose de plus insaisissable, une indifférence qui vous laisse dans l'incertitude, une non-réponse qui ouvre 1000 interprétations possibles. Peut-être avez-vous déjà vécu cette scène. Tard le soir, vous fixez votre téléphone, vous relisez ce message envoyé, vous vous demandez pourquoi la réponse n'arrive pas. Vous imaginez 1000 scénarios, vous sentez votre cœur se serrer devant ce vide numérique. Ce petit rien, si banal, devient parfois une blessure vive, une trace silencieuse que personne ne voit.
Ai-je dit quelque chose de mal? Suis-je devenu invisible? Cette personne m'a-t-elle oublié ou méprisé? L'absence de réaction devient un miroir déformant où toutes nos insécurités viennent se refléter et s'amplifier. Et que dire de cette violence douce mais constante qu'est la comparaison permanente? Chaque jour, nous défilons devant les vitrines virtuelles des vies des autres, soigneusement mises en scène, filtrées, optimisées. Nous voyons leurs voyages, leurs réussites, leurs amours, leurs bonheurs apparents, et quelque chose en nous se contracte. Ce n'est pas de la jalousie pure, c'est quelque chose de plus complexe, de plus douloureux. C'est la sensation lancinante que notre vie ordinaire, avec ses hauts et ses bas, ses moments de grâce et ses périodes de grisaille, ne fait pas le poids face à ces existences spectaculaires qui défilent sur nos écrans. Cette comparaison permanente génère ce que l'on pourrait appeler des micro-traumatismes quotidiens. Car contrairement aux grandes douleurs de la vie, les ruptures, les deuils, les échecs majeurs, ces petites blessures digitales ne demandent ni compassion ni réconfort. Elles sont trop légères pour être prises au sérieux, trop constantes pour être remarquées. Et pourtant, elles tissent en nous une toile d'insatisfaction chronique, un sentiment diffus d'inadéquation qui colore notre rapport au monde et à nous-mêmes. Simone Veil avait déjà pressenti cette déportation de l'âme que génère la distraction continue. Elle écrivait que l'attention véritable est la chose la plus rare et la plus précieuse que nous puissions offrir, à nous-mêmes comme aux autres. Or, que fait notre époque hyperconnectée? Elle détruit systématiquement cette capacité d'attention en nous soumettant à un flux permanent de stimulation superficielle. Chaque notification est une petite interruption de notre présence à nous-mêmes. Chaque scroll infini est une fuite de l'instant présent. Cette dispersion de l'attention a des conséquences profondes sur notre capacité à entrer en relation authentique. Car comment être véritablement présent à quelqu'un quand notre esprit est habitué à papillonner en permanence? Comment écouter vraiment quand nous avons perdu l'habitude du silence intérieur? Comment aimer profondément quand nous sommes constamment ailleurs, projetés dans les vies virtuelles qui défilent sur nos écrans? Jung aurait sans doute exploré les archétypes qui se cachent derrière cette frénésie digitale. Le masque social, qu'il appelait la persona, n'a jamais été aussi sophistiqué, aussi omniprésent qu'aujourd'hui. Nous portons en permanence des masques numériques, nos profils, nos avatars, nos versions édulcorées de nous-mêmes. Et nous finissons par oublier qui nous sommes vraiment derrière ces représentations. Cette identification excessive à nos personas digitales crée une fracture inconsciente entre qui nous sommes et qui nous prétendons être, entre notre réalité intérieure et notre image publique. Et cette fracture a un coût psychique énorme. Elle nous épuise, nous vide, nous éloigne de notre centre. Car maintenir en permanence une représentation de soi demande une énergie considérable, surtout quand cette représentation s'éloigne de notre vérité profonde. Nous devenons des acteurs permanents de notre propre vie, des curateurs obsessionnels de notre propre image, et dans cette course effrénée vers la perfection apparente, nous perdons le contact avec ce qui est vivant, spontané, imparfait mais authentique en nous. C'est ainsi que se tisse, jour après jour, cette nouvelle forme de solitude, non plus dans l'isolement physique, mais dans la déconnexion de soi, dans l'impossibilité croissante d'habiter vraiment sa propre existence. Nous sommes devenus des étrangers à nous-mêmes, des spectateurs de nos propres vies, et cette aliénation intime génère une solitude d'un genre inédit, plus subtile, plus profonde, plus difficile à guérir que toutes celles que l'humanité a connues auparavant. Et voici peut-être le plus cruel dans cette histoire. Personne n'ose en parler. La solitude moderne est devenue le grand tabou de notre époque, le secret honteux que chacun porte sans jamais le nommer. Car comment avouer que l'on se sent seul quand on vit dans un monde qui nous promet 1000 connexions? Comment reconnaître notre vide intérieur quand tout autour de nous célèbre l'abondance relationnelle? Cette contradiction génère une honte silencieuse, une culpabilité sourde qui transforme la souffrance légitime en échec personnel. Regardez autour de vous. Combien de personnes osent vraiment dire qu'elles se sentent seules? Combien avouent cette mélancolie diffuse qui les habite malgré leurs 100 amis Facebook, leurs 1000 followers Instagram, leurs dizaines de conversations WhatsApp? Presque personne. Car dans une société qui a fait de la socialisation une performance et du bonheur une obligation, la solitude apparaît comme un aveu d'échec, une preuve d'inadaptation sociale. Cette omerta autour de la solitude crée un phénomène pervers. Chacun pense être le seul à ressentir ce vide.
Chacun imagine que les autres nagent dans un bonheur relationnel dont lui seul serait exclu. Et cette illusion d'être l'unique défaillant amplifie encore la souffrance. Car non seulement nous sommes seuls, mais nous croyons être les seuls à être seuls, ce qui ajoute l'isolement de la honte à l'isolement de fait. Le culte de la vie parfaite qui règne sur les réseaux sociaux amplifie cette dynamique. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images de bonheur factices, de liens idéalisés, de vies supposément accomplies. Comment ne pas se sentir défaillant face à ces vitrines du bonheur ? Comment ne pas intérioriser l'idée que notre mélancolie, notre questionnement, notre besoin de solitude sont des signes de dysfonctionnement ? Cette pression sociale invisible nous pousse vers une fuite en avant épuisante. Pour échapper à la honte d'être seul, nous nous jetons dans une hyperactivité relationnelle superficielle. Nous multiplions les sorties sans joie, les conversations sans profondeur, les rencontres sans rencontre véritable. Nous faisons du bruit autour de nous pour ne pas entendre le silence en nous. Nous nous étourdissons de contact pour ne pas affronter la vérité de notre isolement. Mais cette fuite a un prix, elle nous éloigne encore plus de nous-mêmes et, paradoxalement, des autres. Car comment créer du lien authentique quand on fuit sa propre authenticité ? Comment rencontrer vraiment quelqu'un quand on refuse de se rencontrer soi-même ? Cette course effrénée vers l'extérieur nous prive de l'essentiel, la capacité à habiter sa solitude de manière féconde, à transformer le vide en espace de gestation intérieure. Simone Weil avait compris cette vérité fondamentale. Le vide n'est pas l'ennemi, c'est l'espace même où peut naître le sens. Elle écrivait que nos souffrances les plus profondes sont souvent nos guides les plus sûrs vers ce qui compte vraiment. Avouer sa solitude, reconnaître son vide intérieur, ce n'est pas confesser un échec, c'est faire preuve d'un courage rare dans une époque qui nous pousse à fuir toute forme d'inconfort existentiel. Car derrière cette peur collective de la solitude se cache une peur plus profonde encore, celle de découvrir qui nous sommes vraiment, quand les masques tombent, quand les distractions cessent, quand le bruit se tait. Jung parlait de ce moment redoutable où l'individu se retrouve face à lui-même, sans échappatoire, sans faux-semblant. Il savait que ce rendez-vous avec soi-même est à la fois ce que nous redoutons le plus et ce dont nous avons le plus besoin. L'appel de l'inconscient se fait entendre précisément quand le bruit s'arrête enfin. C'est dans le silence, ce silence que notre époque fuit avec tant d'acharnement, que remontent les vraies questions, les vraies aspirations, les vraies souffrances. C'est là que se révèle ce que nous sommes au-delà de nos rôles sociaux, de nos performances digitales, de nos identités de façade. Alors, peut-être faut-il commencer par briser ce tabou, par nommer cette solitude que tant d'entre nous portent en secret. Peut-être faut-il oser dire « oui, je me sens seul parfois, même entouré ». Oui, j'ai soif d'authenticité dans un monde de représentation. Oui, j'aspire à quelque chose de plus profond que les connexions superficielles qui m'entourent. Cette vérité-là n'est pas une faiblesse à cacher, c'est une force à cultiver, un appel intérieur à écouter, une invitation à creuser plus profond que les satisfactions illusoires de surface. Car c'est peut-être dans cette reconnaissance courageuse de notre solitude que commence le chemin vers une forme de lien plus vraie, plus profonde, plus nourrissante. Non plus le lien comme fuite de soi, mais le lien comme rencontre de deux solitudes qui s'assument et se reconnaissent. Mais alors, que se cache-t-il vraiment derrière ce vide qui nous habite ? Que révèle cette soif inassouvie de connexion authentique ? Car il faut le comprendre, ce vide n'est pas un défaut, une absence, un manque à combler. Il est quelque chose de bien plus mystérieux et de bien plus précieux. Il est la manifestation de notre soif d'infini, de notre aspiration à quelque chose de plus grand que les satisfactions superficielles de l'existence ordinaire. Ce vide que nous ressentons si douloureusement, c'est la marque de notre grandeur intérieure. C'est la preuve que nous ne sommes pas faits pour nous contenter de peu, pour nous satisfaire des miettes relationnelles que notre époque nous propose. Cette insatisfaction chronique, cette mélancolie diffuse qui nous habite malgré tout ce que nous possédons, malgré toutes nos connexions digitales, c'est le signal d'alarme de notre âme qui réclame sa nourriture véritable. Simone Weil l'avait compris avec une acuité bouleversante. Le vide n'est pas l'opposé du sacré, il en est l'antichambre. Elle écrivait que nous devons apprendre à aimer notre vide, à le chérir comme l'espace même où peut se déployer quelque chose de plus vaste que nous. Car c'est précisément parce que nous sentons ce manque, cette béance intérieure, que nous sommes capables d'aspirer à l'absolu, à la transcendance, à cette plénitude qui dépasse toute satisfaction mondaine.
Cette vision révolutionnaire transforme radicalement notre rapport à la solitude moderne. Au lieu d'y voir une maladie à guérir, un problème à résoudre, nous pouvons commencer à y reconnaître un appel. L'appel de ce qu'il y a de plus noble en nous vers ce qu'il y a de plus authentique dans l'existence. Ce vide devient alors non plus une souffrance stérile, mais une souffrance féconde, non plus un échec personnel, mais un éveil spirituel. Jung aurait parlé de ce moment crucial où l'individu comprend que son malaise existentiel n'est pas un dysfonctionnement, mais un processus d'individuation. Ce vide que nous ressentons, c'est l'espace qui se creuse en nous pour accueillir notre soi véritable, pas l'ego social qui se nourrit de reconnaissance extérieure, mais cette instance profonde qui sait ce qui compte vraiment, qui aspire à l'authenticité, qui refuse les consolations illusoires. Combien d'entre nous ont vécu ces moments de grâce où soudain, au cœur même de leur solitude, quelque chose de lumineux s'est révélé? Ces instants où le vide s'est transformé en plénitude, où la séparation s'est muée en communion, où l'isolement a ouvert sur une forme de présence infiniment plus vaste que toutes les connexions artificielles. Ces expériences-là ne sont pas des accidents, des consolations passagères, elles sont des révélations de ce que cache vraiment notre soif de lien authentique. Car derrière notre besoin de connexion humaine se cache un besoin plus profond encore, celui de nous relier à quelque chose qui nous dépasse, qui donne un sens à notre existence, qui transforme notre passage sur Terre en aventure signifiante. Ce n'est pas seulement d'amour humain que nous avons soif, c'est d'amour absolu, de vérité, de beauté, de sens. Notre époque hyper-connectée nous a fait oublier cette dimension verticale de l'existence, cette ouverture vers le haut qui seule peut combler vraiment le vide horizontal de nos relations superficielles. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti vraiment vivant, vraiment présent, vraiment relié. N'était-ce pas quand vous touchiez à quelque chose d'essentiel ? Un coucher de soleil qui vous coupait le souffle, une œuvre d'art qui vous bouleversait, un geste de bonté pure qui vous réconciliait avec l'humanité. Un silence partagé qui valait toutes les conversations. Ces expériences-là révèlent ce que cherche vraiment notre âme derrière toutes ces quêtes apparentes de connexion. Le vide moderne, c'est le symptôme d'une civilisation qui a oublié cette dimension essentielle. Nous avons créé 1000 moyens de nous connecter horizontalement, de personne à personne, de profil à profil, mais nous avons perdu la capacité de nous ouvrir verticalement, vers ce qui donne du sens, de la profondeur, de la transcendance à l'existence humaine. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti vraiment vivant, vraiment présent, vraiment relié. N'était-ce pas quand vous touchiez à quelque chose d'essentiel? Un coucher de soleil qui vous coupait le souffle, une œuvre d'art qui vous bouleversait, un geste de bonté pure qui vous réconciliait avec l'humanité, un silence partagé qui valait toutes les conversations. Ces expériences-là révèlent ce que cherche vraiment notre âme derrière toutes ces quêtes apparentes de connexion. Le vide moderne, c'est le symptôme d'une civilisation qui a oublié cette dimension essentielle. Nous avons créé 1000 moyens de nous connecter horizontalement, de personne à personne, de profil à profil, mais nous avons perdu la capacité de nous ouvrir verticalement vers ce qui donne du sens, de la profondeur, de la transcendance à l'existence humaine. Et c'est là que la solitude retrouve sa noblesse, sa nécessité vitale. Car c'est souvent dans la solitude que nous redécouvrons cette ouverture vers le haut, cette capacité d'émerveillement, cette soif d'absolu qui sommeille en nous. C'est quand les voix extérieures se taisent enfin que nous pouvons entendre la voix intérieure, qui sait ce qui compte vraiment, qui aspire à ce qui nourrit vraiment, qui nous guide vers ce qui élève vraiment l'âme. Le vide n'est donc pas notre ennemi, il est notre guide le plus sûr vers une vie plus riche, plus profonde, plus consciente de ses véritables enjeux. Et si ce vide en réalité était l'écho de votre grandeur oubliée? Mais alors comment faire? Comment traverser cette douleur existentielle sans la fuir, sans chercher à la combler à tout prix par des satisfactions de surface? Car c'est là tout l'enjeu, apprendre à habiter consciemment notre vide, à l'accompagner avec patience et courage, à en faire non plus un fardeau, mais un maître intérieur qui nous enseigne les vérités les plus profondes sur nous-mêmes et sur la vie. Cette traversée consciente de la douleur demande d'abord un renversement radical de perspective. Au lieu de voir notre souffrance comme un dysfonctionnement à corriger, nous devons apprendre à l'accueillir comme une information précieuse sur ce qui compte vraiment pour nous.
Chaque élancement de solitude, chaque vague de mélancolie, chaque moment de vide nous dit quelque chose d'essentiel sur nos aspirations profondes, sur nos besoins authentiques, sur ce qui manque à notre existence pour qu'elle devienne vraiment vivante. Cette écoute patiente de notre douleur intérieure n'a rien à voir avec la complaisance ou l'apitoiement sur soi. C'est un acte de courage et de lucidité, le courage d'affronter ce que nous préférerions ignorer, la lucidité de reconnaître que nos fuites habituelles ne nous mènent nulle part. Car oui, il est infiniment plus facile de se jeter dans les distractions digitales, de noyer notre vide dans les connexions superficielles, de masquer notre solitude sous un activisme relationnel frénétique. Mais cette facilité a un prix. Elle nous maintient à la surface de nous-mêmes, elle nous prive de la profondeur où se cachent nos vraies richesses. Jung l'avait compris. C'est souvent dans nos ombres, dans nos blessures, dans nos manques les plus douloureux que se cachent nos potentiels les plus précieux. La traversée consciente de notre vide n'est donc pas un détour, c'est le chemin le plus direct vers qui nous sommes vraiment. Cette démarche demande des pratiques concrètes, des disciplines de l'âme qui nous aident à transformer la souffrance stérile en souffrance féconde. Le silence d'abord, ce silence que notre époque fuit avec tant d'acharnement. Apprendre à se taire, à couper les notifications, à résister à l'appel constant des écrans pour retrouver cette capacité d'écoute intérieure que nous avons presque perdue. Dans ce silence retrouvé, quelque chose de vital peut enfin émerger, notre propre voix, nos vraies questions, nos aspirations authentiques. La solitude choisie ensuite, non plus la solitude subie et honteuse, mais la solitude assumée et féconde. S'accorder des moments privilégiés avec soi-même, des rendez-vous intérieurs où l'on peut enfin laisser tomber les masques, cesser de jouer un rôle, arrêter de se produire pour les autres. Ces moments-là sont précieux car ils permettent à notre vraie nature de se révéler, à nos vraies préoccupations de remonter à la surface, à notre créativité profonde de s'exprimer. La contemplation aussi, cette capacité à s'arrêter vraiment, à regarder vraiment, à être vraiment présent à ce qui est. Simone Weil parlait de l'attention comme de la forme la plus pure de la prière, cette qualité d'écoute et de présence qui transforme tout ce qu'elle touche. Contempler un paysage, observer les variations de la lumière, écouter vraiment une musique, regarder intensément un visage aimé. Autant de pratiques qui nous reconnectent à l'essentiel, qui nous rappellent que la beauté existe, que le sens est possible. L'écriture peut aussi devenir un compagnon précieux dans cette traversée. Non pas l'écriture publique des réseaux sociaux, cette écriture performative destinée à séduire et à impressionner, mais l'écriture intime, celle du journal, de la correspondance profonde, de la création personnelle. Écrire pour soi, c'est apprendre à dialoguer avec sa propre âme, c'est développer cette capacité d'introspection lucide et bienveillante qui transforme peu à peu notre rapport à nous-mêmes. Et puis, il y a la marche, la nature, le corps retrouvé. Tout ce qui nous sort de l'univers virtuel pour nous remettre en contact avec le réel concret, sensuel, vivant. Car notre époque digitale nous a fait oublier que nous ne sommes pas que des cerveaux connectés, nous sommes des êtres incarnés et c'est souvent par le corps que passe la guérison de l'âme. Jung et Simone Weil, chacun à sa manière, nous accompagneraient dans cette traversée avec une infinie compassion. Il nous dirait que cette douleur que nous portons n'est pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée, qu'elle contient en germe toutes les transformations dont nous avons besoin pour devenir enfin nous-mêmes. Il nous encouragerait à faire confiance au processus, même quand il nous mène dans des régions obscures de nous-mêmes, car ils savent que c'est souvent dans l'obscurité que germent les plus belles lumières. Et si, au terme de cette traversée intérieure, nous découvrions que les liens authentiques sont non seulement possibles, mais nécessaires, que la solitude habitée consciemment ne nous éloigne pas des autres, mais nous prépare à les rencontrer vraiment. Car voici le paradoxe merveilleux, c'est quand nous cessons de fuir notre solitude que nous devenons enfin capables de créer de vraies connexions, des liens qui nourrissent au lieu d'épuiser, qui révèlent au lieu de masquer, qui élèvent au lieu d'abaisser. Cette reconstruction du lien authentique à l'ère digitale ne peut pas faire l'économie d'un retour aux fondamentaux de la rencontre humaine. Et le premier de ces fondamentaux, c'est l'attention véritable, cette qualité de présence que Simone Weil plaçait au cœur de tout amour authentique.
Être vraiment attentif à quelqu'un, c'est lui offrir ce que nous avons de plus précieux, notre présence pleine, notre écoute totale, notre capacité à l'accueillir tel qu'il est sans chercher à le transformer selon nos attentes. Mais cette attention véritable est devenue un art rare dans notre monde de la distraction permanente. Combien de conversations menons-nous réellement en étant totalement présents ? Combien de fois regardons-nous vraiment dans les yeux de ceux qui nous parlent, sans penser à autre chose, sans attendre notre tour de parler, sans consulter mentalement nos notifications ? Cette présence totale à l'autre est pourtant la condition sine qua non de toute rencontre authentique. L'écoute profonde, elle aussi, demande à être réapprise. Non pas cette écoute superficielle qui attend une pause dans le discours de l'autre pour placer sa propre histoire, mais cette écoute qui accueille vraiment ce que l'autre a à dire, qui s'intéresse à ses silences autant qu'à ses paroles, qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger. Cette qualité d'écoute crée un espace sacré où l'autre peut enfin se révéler, laisser tomber ses masques, exprimer ses vérités les plus profondes. Et c'est là que se révèle la force transformatrice des petits groupes, des cercles intimes, des communautés choisies. Face à l'immensité anonyme des réseaux sociaux, face à cette foule digitale où chacun crie dans le vide, il nous faut retrouver la puissance des liens privilégiés, des amitiés profondes, des conversations qui comptent vraiment. Quelques personnes avec qui nous pouvons être vrais, quelques âmes sœurs qui nous connaissent au-delà de nos apparences, quelques complices qui partagent nos questionnements essentiels, voilà peut-être le trésor le plus précieux que nous puissions constituer dans cette vie. Mais il serait injuste de croire que la technologie ne peut offrir que superficialité et isolement. Pensez à ces amitiés nées dans un forum discret, à ces confidences échangées à minuit par message, à cette rencontre inattendue lors d'un groupe virtuel qui a changé le cours de votre vie. Il y a dans l'espace digital des îlots de sincérité, de soutien, de fraternité véritable qui auraient été impossibles autrement. Parfois, un simple message venu de loin, d'une personne qu'on n'a jamais vue, suffit à briser la solitude d'une nuit ou à ouvrir un horizon insoupçonné. Ainsi, le numérique, bien utilisé, peut aussi devenir un terrain de reconnexion profonde et de vraies rencontres d'âme à âme. Ces liens-là ne se construisent pas dans la vitesse et la superficialité. Ils demandent du temps, de la patience, de la vulnérabilité partagée. Ils naissent souvent dans les moments de faiblesse plutôt que de force, dans les confidences plutôt que dans les performances, dans les silences complices plutôt que dans les bavardages brillants. Car c'est quand nous acceptons de montrer notre humanité fragile que nous touchons l'humanité fragile de l'autre et que naît cette reconnaissance mutuelle qui est le cœur de tout amour véritable. Jung parlait de l'individuation non comme d'un processus solitaire, mais comme d'un chemin qui nous mène vers les autres de manière plus consciente, plus libre, plus authentique. Quand nous cessons de chercher chez l'autre ce qui nous manque, quand nous arrêtons de projeter sur lui nos besoins non résolus, quand nous nous présentons à lui comme des êtres entiers plutôt que comme des moitiés en quête de compléments, alors seulement devient possible cette rencontre de deux libertés qui est l'essence même de l'amour mature. Cette approche révolutionne notre usage même des outils numériques. Au lieu de les subir passivement, nous pouvons apprendre à les utiliser consciemment au service de liens authentiques plutôt que de satisfactions illusoires. Choisir avec qui nous voulons vraiment communiquer, privilégier la qualité sur la quantité, utiliser la technologie pour approfondir les liens existants plutôt que pour en multiplier de superficiels. Car oui, il est possible de créer de l'authenticité même à travers les écrans, à condition de renoncer aux jeux de performance et de représentation pour retrouver la simplicité du partage vrai. Une conversation vidéo où l'on se montre sans filtre, un message écrit avec sincérité plutôt qu'avec effet, une photo qui révèle un moment d'émotion vrai plutôt qu'une mise en scène parfaite, autant de petits gestes qui peuvent transformer nos relations digitales en espaces de rencontres authentiques. La compassion active dont parlait Simone Weil trouve ici tout son sens, non pas cette empathie passive qui se contente de compatir aux souffrances d'autrui, mais cette compassion agissante qui s'engage vraiment auprès de ceux qui comptent pour nous. Être présent dans les moments difficiles, offrir son aide concrète, partager nos ressources intérieures et extérieures avec ceux qui en ont besoin. Ainsi se dessine peu à peu un nouveau mode de relation, ni fusionnel ni distant, ni dépendant ni indifférent, un mode de relation qui honore à la fois notre besoin de solitude et notre soif de communion, notre individualité et notre interdépendance. Quels sont ces liens, même virtuels, qui ont déjà transformé votre vie ?
Nous voici arrivés au cœur de 2025, cette année charnière où l'humanité se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, l'accélération technologique continue de transformer notre rapport au monde et aux autres. De l'autre, une aspiration croissante vers l'authenticité, la profondeur, le sens véritable. Entre ces deux forces apparemment contradictoires, comment inventer un art de vivre qui honore à la fois notre époque et notre humanité profonde ? C'est ici que les sagesses de Jung et de Simone Weil prennent tout leur relief contemporain. Ils nous offrent des clés précieuses pour naviguer dans cette complexité sans nous perdre, pour rester fidèles à nous-mêmes dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse. Leurs messages convergent vers une évidence lumineuse. Le sens ne se trouve ni dans la fuite en avant technologique, ni dans le refuge nostalgique du passé, mais dans cette capacité à habiter pleinement notre présent avec ses défis et ses possibilités. Pour ceux qui ressentent aujourd'hui ce vide existentiel, cette solitude moderne que nous avons explorée ensemble, Jung dirait sans doute « Ne fuyez pas cette douleur, car elle contient le germe de votre transformation ». Chaque moment de solitude peut devenir un rendez-vous avec votre soi authentique. Chaque vague de mélancolie peut révéler vos aspirations les plus profondes. Chaque sensation de vide peut s'ouvrir sur une plénitude insoupçonnée. Le processus d'individuation ne s'arrête jamais. Il se réinvente constamment, s'adaptant aux défis de chaque époque. Simone Weil, elle, nous murmurerait « Cultivez l'attention comme d'autres cultivent un jardin ». Dans un monde de distraction permanente, votre capacité à être vraiment présent, à vous-même, aux autres, à la beauté du monde, devient votre bien le plus précieux. Cette attention véritable est à la fois un refuge contre la superficialité ambiante et une force transformatrice qui peut révolutionner tous vos rapports, à votre travail, à vos proches, à votre existence quotidienne. Pour naviguer dans le chaos digital de notre époque, il nous proposerait ensemble quelques balises essentielles. D'abord, la pratique du silence choisi, ces moments réguliers où nous éteignons tous les écrans, où nous nous retirons du flux informatif constant, où nous retrouvons cette capacité d'écoute intérieure que le bruit moderne a presque étouffée. Ces pauses ne sont pas des fuites, elles sont des ressourcements indispensables à notre équilibre psychique. Ensuite, l'art de la discrimination consciente, cette capacité à choisir avec discernement nos lectures, nos contacts, nos activités digitales. Tout ne se vaut pas dans l'univers numérique. Il y a des contenus qui élèvent l'âme et d'autres qui la baissent, des connexions qui nourrissent et d'autres qui épuisent, des expériences virtuelles qui enrichissent et d'autres qui appauvrissent. Apprendre à distinguer les unes des autres devient une compétence vitale. La cultivation de la beauté aussi, car nos écrans peuvent véhiculer de la laideur comme de la splendeur, de la vulgarité comme de la noblesse. Choisir consciemment de s'exposer à ce qui élève l'âme, de grandes œuvres d'art, des textes profonds, des musiques qui touchent l'essentiel, plutôt qu'à ce qui la diminue. Faire de notre consommation culturelle digitale un acte conscient, un choix esthétique et éthique. Et puis, par-dessus tout, cette confiance patiente dans le processus de maturation intérieure. Car oui, grandir en humanité demande du temps, de la patience, de l'indulgence envers nos propres tâtonnements. Dans une société de l'instantané, nous devons réapprendre les vertus de la lenteur, accepter que les transformations profondes ne se décrètent pas, mais se cultivent jour après jour. Cette approche ne nous coupe pas du monde moderne, elle nous donne les moyens de l'habiter plus consciemment. Nous pouvons utiliser les outils digitaux sans en devenir esclaves, participer aux réseaux sociaux sans y perdre notre âme, profiter des facilités technologiques sans renoncer à notre profondeur. L'enjeu n'est pas de rejeter en bloc la modernité, mais d'y tracer des chemins de sagesse. Car au fond, ce que Jung et Simone Weil nous enseignent, c'est que chaque époque porte en elle ses propres défis et ses propres possibilités d'éveil. La nôtre n'échappe pas à cette règle. Derrière le chaos apparent de notre temps se cachent peut-être des opportunités inédites de croissance intérieure, de rencontres authentiques, de création de sens. À nous de les saisir avec patience et courage. À vous qui ressentez ce vide moderne, cette soif d'authenticité dans un monde de représentation, cette aspiration vers quelque chose de plus grand que les satisfactions superficielles, souvenez-vous de ceci. Votre mélancolie n'est pas une maladie, mais un appel. Votre solitude n'est pas un échec, mais une initiation. Votre insatisfaction n'est pas un défaut, mais le signe de votre grandeur intérieure.
Écoutez cette voix qui vous parle au-dedans de vous. Elle sait ce dont vous avez vraiment besoin pour que votre vie devienne pleinement vivante. Et vous, reconnaissez-vous cette soif d'authenticité qui nous traverse tous? Ces mots ont-ils réveillé en vous des échos familiers, des questions que vous portiez sans oser les formuler? Si ce voyage au cœur de la solitude moderne vous a touché, si ces réflexions de Jung et Simone Weil ont trouvé une résonance dans votre propre expérience, alors partagez cette exploration avec ceux qui, comme vous, cherchent un sens plus profond à l'existence. Car c'est ensemble, dans la reconnaissance mutuelle de nos questionnements les plus intimes, que nous pourrons transformer cette solitude moderne en communion véritable. Ajoutez votre voix dans les commentaires, car chaque témoignage brise un peu plus le silence de la solitude moderne.